Bonjour et bienvenue sur Algomius. Comme nos projets en C augmentent en termes de taille, de volume, eh bien nous allons en fait nous intéresser aujourd'hui aux structures de données. Alors nous avons déjà vu la structure tableau qui nous permettait en fait de regrouper des éléments du même type et de pouvoir les manipuler en lot. Et là en fait, avec les structures, nous allons nous attaquer à une autre possibilité du C, qui est de permettre justement de créer de nouveaux types. Nous allons peut-être nous retrouver assez vite limités avec les types entier, int, double, char, ou même char tableau. Dans la vie de tous les jours, nous manipulons des concepts un petit peu plus compliqués. Vous allez avoir plutôt des clients, des fournisseurs, des articles, des entrepôts, et ainsi de suite. Comment je pourrais en fait créer un type qui corresponde en fait à une demande de mes utilisateurs? Eh bien, on va le voir que l'on va pouvoir le faire avec les structures. Les structures, c'est finalement pas très complexe, c'est tout simplement d'identifier quelles sont des informations qui doivent aller ensemble. En fait, je pourrais identifier très bien un client par son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone et autres contacts, et dire voilà, tous ces éléments-là, je vais les regrouper et je vais appeler ça un client. Donc en fait, une structure, c'est rien d'autre en fait que des variables que l'on a en fait liées ensemble, parce qu'en fait, ça fait un découpage logique de notre application. Alors pour ceux qui viennent un peu de la conception objet, ça ressemble un petit peu à un objet, c'est vrai, mais la structure, c'était quelque chose qui était là avant l'objet, et tout simplement, c'était les prémices, justement, de la programmation orientée objet, et une structure ne contient pas de méthode. Une structure ne contient que des données, donc que des attributs. On va essayer de présenter, de comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne en C, puisque je vous rappelle que le C n'est pas un langage orienté objet. Je ne peux pas créer d'objets en C, je ne peux pas créer de classe. Si jamais je veux passer à la programmation orientée objet sur une base de C, je serais obligé de passer au C++, et donc d'arriver justement à cette version de C qui contient la programmation orientée objet. Alors qu'est-ce que l'on va voir au travers de cette présentation? On va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est qu'une structure, comment je peux la définir, comment je peux en créer une dans mon programme. On va essayer de voir ensuite comment ces différents éléments contenus dans la structure, je vais pouvoir y accéder, comment je vais pouvoir les modifier, comment je vais pouvoir les récupérer, les lire. On va essayer de comprendre un petit peu ce que peut contenir une structure aussi, et on va s'apercevoir qu'on peut mettre énormément d'éléments, on peut même avoir une structure qui contient une autre structure. Enfin, comme la structure est un nouveau type de données, j'ai le droit de créer aussi des tableaux de structure. C'est-à-dire que j'ai le droit de créer des tableaux dont chaque élément en fait est une structure de données. Et puis on va essayer de voir un petit peu comment je peux initialiser une structure, comment je peux à la fois déclarer une structure et la valoriser directement en une seule ligne. Et donc je pense qu'à la fin on aura fait un petit tour de ce que l'on peut faire avec les structures, on aura une vision un petit peu meilleure de ce que l'on peut faire avec les structures de données, ce que l'on peut réaliser, et comment justement accéder aux différentes données. Allez, on se lance. Commençons donc par essayer de comprendre en fait ce que c'est qu'une structure. La structure de données va nous permettre de regrouper des informations et de créer un nouveau type. C'est-à-dire que dans le monde de l'informatique, très souvent, nous ne manipulons pas forcément des entiers, des réels, des chaînes de caractères. Nous allons être confrontés à une demande client qui va nous dire, par exemple, qu'elle voudrait gérer, par exemple, des factures, des devis, ou alors des articles qui sont gérés dans l'entrepôt. Et on a un petit peu un problème de type à ce niveau-là, parce que la personne qui va demander d'écrire un programme va parler vraiment de choses très concrètes, des articles, des fournisseurs, des clients, et nous, de l'autre côté, on va devoir en fait le transférer toutes ces notions-là dans des types plus informatisés, des int, des doubles, et ainsi de suite. Donc on a en fait un problème de conversion, on va devoir faire une conversion. Et l'idée c'est, est-ce qu'on pourrait pas faire un pas en avant vers les gens qui nous demandent de programmer quelque chose, pour aller dans leur sens et créer les types dont ils parlent? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer ces fameuses factures, ces fameux devis, et ainsi de suite? Eh bien on va arriver à le faire avec des structures, puisque les structures vont regrouper en fait des données qui vont ensemble. Donc imaginons par exemple qu'un client c'est tout simplement un nom, un prénom, et puis il est associé aussi à une adresse, un numéro de téléphone pour que je puisse le contacter. Et toutes ces informations-là, eh bien en fait je vais en fait mettre un groupe autour, et considérer en fait que ces informations vont ensemble et constituent mon client. Alors on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. On va écrire un programme qui permet de stocker les points de géolocalisation. Donc vraiment, les points de géolocalisation, on s'en sert énormément quand on veut, par exemple, développer des applications qui permettent de savoir s'il y a un restaurant à 5 km autour de soi, par exemple.
on va utiliser la géolocalisation, c'est-à-dire l'endroit où on se situe, la géolocalisation de tous les restaurants, et on va pouvoir calculer ces différentes distances. Donc, on va essayer de faire ce genre de choses, et pour définir un point de géolocalisation, je vais avoir besoin de plusieurs informations. Je vais avoir besoin d'un nom, je vais avoir besoin d'une longitude, et je vais avoir besoin d'un point cardinal. Donc, si par exemple je cherche les coordonnées de Paris, alors je vais essayer de zoomer un petit peu là-dessus, si je cherche Paris, par exemple là j'ai pris Paris dans Wikipédia, eh bien tout en haut à droite, j'ai les points de géolocalisation, c'est-à-dire que Paris est situé à 48 degrés nord, donc l'hémisphère nord, et 2 degrés est, donc c'est par rapport au méridien d'origine, hein, donc celui qui passe par Greenwich, je suppose, et donc on est 2 degrés est, et on est dans l'hémisphère nord. Voilà. Et grâce à ça, en fait, on a un système de coordonnées, hein, c'est-à-dire que vous avez le nord, ça vous dit en fait à quelle hauteur se retrouve Paris, l'est, ça vous dit en fait où il se situe, à l'intersection. On va retrouver Paris, on arrive donc à identifier de manière géographique en fait un point bien particulier. Donc de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de savoir combien il y a de degrés, j'ai besoin de savoir dans quel sens, et je vais aussi donner un nom en fait à cette information. Donc en fait, j'ai 5 informations à regrouper dans mon point de géolocalisation. Ok, ça marche. Donc un point de géolocalisation, c'est pas un type de base en C. C'est-à-dire que ça n'existe pas en C. Hein. Je ne peux pas faire un géolocalisation quelque chose et je m'attends à ce que ça marche. Par contre, C va me donner l'opportunité de créer un type géolocalisation pour que je puisse m'en servir. Alors comment je vais faire ça en C? Eh bien je vais définir ce que l'on appelle en fait une structure. Une structure, elle est introduite par le mot-clé struct, et puis ensuite on lui donne un nom, comme on donnerait le nom à une variable, hein, ça c'est quelque chose qui est défini par le développeur, et ensuite on va dire de quoi est constituée la structure. Ici, par exemple, dans l'exemple que nous avons sous les yeux, ma structure, elle est composée d'un entier A et d'une chaîne de caractères S. Ça veut dire que les deux ensemble, en fait, vont former ma structure. Ok. Alors l'idée, c'est effectivement, comme les noms de variables, d'avoir une structure qui va refléter exactement ce que contient la structure. Hein. Si je manipule des clients, je vais faire une struct client. Si je fais des factures, je vais faire une struct facture, et ainsi de suite. Et à partir du moment où la structure est en place, je vais pouvoir définir des variables du type de la structure que j'ai définie. Donc je peux créer les nouveaux types. Alors si vous avez déjà programmé un petit peu en objet, il faut savoir que le langage C n'est pas orienté objet, donc vous ne pouvez pas créer de classe, vous ne pouvez pas créer d'objet, et vous pouvez voir un petit peu la structure comme étant un objet dans lequel il n'y aurait pas de méthode. Un objet dans lequel il n'y aurait pas de méthode, et dont tous les attributs seraient automatiquement publics. Voilà, pour simplifier un petit peu si jamais vous venez de l'autre côté. Alors, là on fait le cheminement un peu inverse, hein. La structure c'est la première chose qui a été créée, et ensuite la structure on a rajouté justement les méthodes pour la transformer en classe. Ce que je vous propose de faire, c'est d'écrire un petit programme C pour directement voir comment mettre en place notre première structure de géolocalisation, donc basée sur les 5 éléments. Et on va essayer de voir aussi comment est-ce que je peux déclarer une variable du type de cette structure. Donc je vais déclarer une structure et je vais déclarer 3 variables du type de cette structure. Alors je vais prendre un VS Code, naturellement, comme d'habitude. Et ce que je vais faire dans mon VS Code, je vais déjà créer un nouveau fichier, je vais l'appeler geo.c. Voilà, donc .c, hein, c'est le suffixe des programmes C, donc VS Code comprend directement que je vais travailler en C. Donc qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je vais définir ma structure. Donc définir une structure, ça se fait avec le mot struct, mot-clé du langage, et ensuite je dois donner en fait un nom à ma structure. Donc je vais l'appeler geo, voilà. Et ensuite, je vais ouvrir ce fameux les accolades, accolade ouvrante, accolade fermante, cette notion de bloc, et je vais devoir dire à quoi correspond, qu'est-ce qui est contenu dans la structure géo. Vous voyez aussi que je termine ma structure avec un point-virgule pour expliquer que la fin de la déclaration de ma structure se termine au point-virgule. Donc ça contient quoi? Eh bien, si je reprends mon exemple de Paris, ça contient donc des degrés. Alors je vais mettre en fait un nombre à virgule, hein, comme ça je pourrais faire 48,51 par exemple pour Paris, et je pourrais faire 2,21 pour la géolocalisation Est. Ok. Donc je vais avoir besoin d'un nom, je vais donner un nom à mon point de localisation.
Donc un point, un nom, c'est quoi? Ben, ça va être une chaîne de caractères, hein, donc je vais la mettre en fait, un char nom sur 200. Ok. Ensuite, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de la longitude. Et j'ai dit que j'allais l'utiliser le double, en fait, nombre à virgule, pour avoir la longitude. Ok. Ensuite, je vais mettre un caractère, puisque je dois savoir avec la longitude, je dois savoir que les 48,51, c'est dans l'hémisphère nord. Donc pour la longitude, je vais avoir nord et sud. Pour la latitude, je vais avoir est et ouest. Ok. Donc ici, je vais avoir ce que j'appelle longitude sens, qui est juste un caractère. Et je vais faire pareil pour la latitude. Donc je vais avoir latitude en double. Et je vais avoir un caractère pour la latitude, pour le sens de la latitude, qui va effectivement me permettre de mettre est ou ouest. Et donc voilà, j'ai déjà créé ma structure géo, elle est terminée, elle possède un nom, une longitude, un sens de longitude, une latitude et un sens de latitude. Ok. Maintenant, il me reste que maintenant que ma structure est en place, j'ai le droit de déclarer des éléments de type struct geo. Pour ça, je vais utiliser une fonction principale, int main, que je vais indiquer ici. Et alors, on pourrait croire en fait que quand je déclare une variable int a, eh bien je déclare tout simplement une variable a de type entier. On pourrait se dire, ben, ça veut dire que tout simplement, si je veux déclarer a de type geo, je n'ai qu'à faire ça puisque ma structure existe. Ouais, alors en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous voyez que Visual Studio me souligne tout en rouge et me dit que j'ai l'impression que j'ai fait une erreur. En fait, il faut préciser que geo est une structure que vous avez déclarée. Donc A est en fait une struct geo. Donc ça permet en fait au compilateur de savoir que le type que vous avez défini est en fait défini dans une structure, et donc il cherchera la structure dont dépend geo. Et donc si j'ai besoin par exemple de 3 variables pour représenter les latitude, longitude, latitude de Paris, Madrid et Lyon, et Londres par exemple, bah, je pourrais en créer une pour Paris, je pourrais en créer une pour Madrid, et je pourrais en créer une pour Londres, voilà, et j'aurai 3 variables en fait entièrement déclarées. Je vais essayer de compiler pour voir si tout fonctionne correctement. Donc je vais compiler geo.c et je vais l'appeler geo, voilà, et donc normalement si je fais geo.exe, voilà, j'ai aucun problème, l'exécution se fait. Alors pour l'instant j'ai encore rien demandé, mais ma structure est en place et je peux l'utiliser. Ok, on a tout fait, on a défini la géolocalisation et on a aussi déclaré les 3 variables. Ok. On va essayer de s'intéresser un petit peu en termes de mémoire, en fait, comment est stockée la structure qui vient d'être déclarée. Alors normalement, si je comprends bien, je devrais normalement avoir la somme d'un élément de structure. En fait, si vous voulez, si je prends comment est stocké un élément géo, je devrais normalement avoir la somme de tous les éléments qui le composent. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends mon petit programme, qui est ici, hop, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que si je prends, j'ai quoi comme élément dedans? J'ai une chaîne de caractères, un caractère, double, double. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer de voir quelle taille a chacun des éléments, et pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un printf. Alors, comme j'ai besoin d'un printf, j'ai naturellement aussi besoin de la bibliothèque qui le contient, qui est stdio. Donc ça, il faut que je fasse un include. C'est stdio, pour in-out. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais faire un printf. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai du char. Ok. Donc, je vais afficher la taille d'un char. Voilà. Alors, comment je l'affiche? Bah, c'est pas très compliqué. Hein. Je vais me baser sur la fonction sizeof. Et la fonction sizeof va me donner la taille mémoire qui est utilisée pour sauvegarder un char. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un double. Je vais regarder combien j'ai pour stocker un double. Et ce qui va m'intéresser aussi, c'est finalement combien de places j'ai pris pour stocker toute ma structure géo. Donc je vais regarder pour ma struct géo,
je vais pareil faire un sizeof de struct_geo pour voir combien de place prend un élément de type struct_geo. Je sauvegarde, je compile et je lance ça. Voilà, donc un char c'est 1, un double c'est 8 et une struct_geo c'est 232. Alors je vais juste prendre un petit notepad. Ouais, je vais prendre un petit notepad, hop. Et je vais essayer de réfléchir un petit peu. Donc on me dit qu'un char, c'est 1. Ça veut dire qu'un char de 200, normalement, le nom va prendre en fait 200 octets de mémoire. Ensuite, un double, c'est 8. Donc ça veut dire que la longitude, elle va prendre 8 octets pour se stocker. Ensuite, j'ai la longitude sens. C'est un char, et j'ai vu qu'un char, ça prenait 1 octet. Et puis, bah pareil pour la latitude. Hop. Je vais prendre la latitude, je vais juste écrire plus grand, voilà. Et je vais prendre la latitude, hop, pareil, elle a 8, et je vais prendre la latitude sens, qui est de 1. Je fais la somme de tout ça, ça me fait combien? Ça fait 8 et 8, 16, 16 et 2, 18, et 218. Le compte est bon. Alors le compte n'est pas du tout bon, puisqu'effectivement je me rends compte que ma struct_geo, en fait, elle n'est pas sur 218, elle est sur 232. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, on va s'apercevoir qu'au moment de la création de la structure, ce qui va se passer, c'est que le C en fait va récupérer, en fait, va prendre un emplacement mémoire supplémentaire pour justement avoir à gérer les décalages. Si jamais le nom maintenant, par exemple, il est sur plusieurs octets, et que je n'arrive pas forcément en fait à une puissance de 2 quand je prends la somme de tous les éléments, eh bien je vais rajouter en fait des éléments vides pour en fait arriver à compléter, si vous voulez, mon rectangle. J'ai donné un petit exemple ici. Si vous avez le nom sur 32 octets, la longitude sur 8, le sens sur 1, la latitude sur 8 et le sens sur 1, vous voyez que le nom est sur 32 octets et la deuxième ligne, en fait, elle est uniquement sur 18. Et donc, pour éviter en fait que on ait à casser en fait différents octets, on va essayer de compléter la ligne pour que les différentes briques soient alignées. Ça veut dire que si jamais vous faites un tableau de struct_geo, en fait vous avez bien un élément délimité, et puis ensuite vous avez le deuxième, vous avez le troisième. Vous n'avez pas à chercher en fait dans les décalages où commencerait le deuxième élément du tableau. Donc ça peut prêter à confusion au départ que, effectivement, la taille en mémoire utilisée par une structure n'est effectivement pas le cumul, n'est pas toujours, ça peut arriver, mais n'est pas toujours le cumul des éléments qu'il compose. Ok. Maintenant que nous avons créé les différents éléments, on va essayer de voir comment je pourrais alimenter ma structure. Pour l'instant, j'ai créé ma structure, j'ai créé un point de géolocalisation, mais je n'ai encore rien mis dedans. Donc, comment je peux y accéder? Eh bien, tout simplement, chaque élément de structure que j'ai créé, chaque nom de variable, va avoir ces 5 composantes. Donc, si je déclare une variable P de type struct_geo, eh bien P va avoir un nom, une longitude sens, une latitude sens. Et comment je fais pour y accéder? Je vais utiliser l'opérateur point. Si je veux le nom de P, je vais faire P.nom. Si je veux la longitude de P, je vais faire P.longitude. Et ainsi de suite. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir en fait directement valoriser les différents éléments que j'ai dans ma structure. Nous allons donc modifier notre programme et ajouter la possibilité pour un utilisateur de valoriser les champs d'une structure. Je veux pouvoir renseigner le nom, la longitude, la latitude et les différents sens. Et je veux ensuite pouvoir afficher tous ces éléments exactement de la même forme que j'avais avec Wikipédia. Ok, ça marche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Visual Studio Code, qui est ici, et je vais commencer en fait à faire la lecture. Donc ça, pour l'instant, je vais le commenter pour ne pas avoir à chaque fois tous les affichages qui se passent. Ce que je vais faire, donc, j'ai plusieurs éléments à mettre en place. Donner le nom, par exemple. Donc on va mettre tous les éléments en place. Donc il faut que je donne le nom et que je fasse un scanf du nom.
Donc, le nom étant une chaîne de caractères, il faut que j'utilise le délimiteur %s. Ok. Et le nom, par exemple, je vais valoriser la variable p. Ce que je vais valoriser, justement, c'est p.nom. Et je sais également maintenant que je connais les pointeurs et les adressages, que si jamais je veux modifier p.nom, il faut que je passe par son adresse pour pouvoir modifier directement la zone mémoire. Ok. Alors je vais reprendre ces éléments-là pour la longitude, longitude sens, latitude, latitude sens. Ok, ça marche. Ok, je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas bien aligné. Ok. Donc il me faut donner la longitude. Donc longitude cette fois-ci c'est du double, donc c'est du long float. Et je récupère mon double dans p.longitude. Ensuite j'ai le sens de la longitude. Ok, donc ça c'est juste un caractère, donc ça va être du %c, juste une chaîne de caractères. Et le nom s'appelle longitude sens. Ok. Là c'est pareil, donc je vais juste reprendre ces deux éléments et je vais remplacer longitude par latitude. Hop, ça c'est latitude, ça c'est latitude. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Latitude et latitude. Ok, ça marche. Je vais vérifier si tout est correct, et pour cela, je vais en fait écrire tout simplement ce que je viens de lire. Donc je vais l'écrire exactement sous la forme que je l'ai vue sous Wikipédia, hein. C'est-à-dire que je vais faire un printf. Alors d'abord, je vais afficher le nom. Donc le nom est une chaîne de caractères, %s. Ensuite, je vais mettre un tiret, je vais ouvrir la parenthèse pour mettre les longitudes et latitudes. Donc je vais avoir la longitude sous format double, puis je vais avoir le sens de la longitude, donc un caractère, et puis ici je vais mettre un tiret, et je vais avoir la latitude et le sens de la latitude. Et je vais aller à la ligne, bien entendu. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à écrire les différents éléments. Alors, comment je récupère le nom de P? Je ne vais pas m'embêter, hein. Je vais faire P.nom, et je vais récupérer son nom. Et puis ici, je vais faire P.longitude pour récupérer sa longitude, puis longitude sens pour récupérer... Non, longitude sens. Voilà. Puis je vais récupérer sa latitude. Voilà. Et enfin, il faut que je récupère sa latitude sens. Voilà. Je fais un point virgule. Je vais juste enlever la partie de droite pour qu'on ait l'aspect entier. Voilà. Je vais sauvegarder et on va essayer de voir si tout fonctionne. Je recompile. Alors j'ai fait un print, j'ai oublié les F, malheureusement. Voilà. C'est ça de faire trop de Python. Au bout d'un moment, on inverse les différentes instructions. Donc je compile. Non, non. C'est geo.exe que je veux lancer. Donc donner le nom. Alors Paris. Donner la longitude. Je vais essayer de la récupérer. Hein. C'est 48, 51, 2, 21. Donc 48, 51. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris, en fait... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est un problème que l'on récupère assez souvent. Hein. C'est-à-dire qu'il m'a donné le sens de la longitude, et en fait, il n'a pas attendu, et il m'a posé directement la question suivante. Alors, d'où ça vient? Ça vient tout simplement que j'ai tapé 4851, et que j'ai fait entrer, et donc, tout simplement, il a lu le caractère suivant. Et donc, en fait, il a récupéré le entrée comme sens de latitude et comme sens de longitude. Donc là, il faut que je fasse attention. Il faut juste que je mette un espace dans mon scanf pour corriger le tir. Donc je sauvegarde. Ici, je vais abandonner. Je vais relancer la compile. Je vais faire un géo. Donc, j'ai Paris. J'ai 48, 51 nord. Et j'ai 2... Bon, c'est pas la peine d'être très précis, mais quand même 2, 21... il n'a pas pris là. Donc, ça s'est bien passé pour la longitude, sens, latitude, sens, et pourquoi il l'a pas...
Pourquoi j'ai un problème à ce niveau-là? P.latitude sens, P.longitude sens. J'ai mis un scanf ici. C'est moi qui ai appuyé trop vite peut-être? Je vais réessayer. Geo.exe. Paris. Longitude, je sais plus, 48, 51, je sais plus. Nord. Donner la latitude, c'est 2,21. Ah oui, je suis juste allé un petit peu trop vite, j'ai tout de suite appuyé sur Entrée, et puis en fait c'était ça le problème. Est, voilà, et vous voyez que ça m'écrit bien Paris, 48 degrés 51 nord, 2,21 ouest. Alors si jamais vous voulez par exemple 2 chiffres après la virgule, ça c'est des choses qui peuvent se régler directement dans l'écriture, mais en tout cas, on a bien récupéré nos données, et on a bien pu les écrire, et en fait tout se retrouve dans une seule et même variable. Vous voyez que les 5 données vont se retrouver toutes dans la variable P. Et P, en fait, a justement des sous-variables, si vous voulez, ou des sous-éléments qu'il va pouvoir valoriser. Et donc, c'est très intéressant, puisque maintenant, on va pouvoir manipuler une structure de géolocalisation directement. Je vais pouvoir la passer en paramètres de fonction en une fois, et donc tous les 5 éléments qui la composent seront disponibles dans la fonction. Ok. Alors je pourrais aussi lire toutes les informations d'un coup, avec un scanf qui pourrait prendre un %s, lf, %c, %f, %c. Il faudrait juste que je respecte les différents espaces, et donc je pourrais valoriser aussi toutes les informations d'un coup. Ok, ça marche. En tout cas, on a quelque chose qui fonctionne déjà. Il est temps maintenant de commencer à écrire notre programme, à le réorganiser, et puisqu'effectivement on commence à avoir énormément d'éléments, et on va profiter également des fonctions, puisqu'on a maintenant un mécanisme de lecture, on a un mécanisme d'écriture. On va essayer de mettre en place des fonctions qui vont faire ces différentes tâches, pour que si jamais on ait quelque chose à faire évoluer un jour dans le programme, eh bien ce soit assez facile pour nous. Donc on va réorganiser notre programme. On va écrire une fonction qui ne prend aucun paramètre, lit les informations de géolocalisation et retourne une variable de type géolocalisation. Tout ce qu'on a écrit en lecture, on va le mettre en fait dans une fonction. Et puis on va écrire une fonction qui prend en paramètre une variable de type géolocalisation et effectue l'affichage. Donc, deux fonctions à partir des deux éléments que l'on vient d'écrire. Alors, il y a de grosses différences entre ces deux fonctions, c'est que la première doit modifier une structure de type géolocalisation et me la renvoyer, alors que la deuxième ne fait aucune modification. Ok, d'accord. Bon, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Et on va essayer de modifier ces deux fonctions. Alors je reprends mon Visual Studio Code. Et de quoi j'ai besoin? Je vais donc écrire une fonction de lecture. Ok. Et si je réfléchis un petit peu à cette fonction, elle doit me retourner une structure géographique. Donc, dans le type de retour, je sais que je vais devoir retourner une struct géo. Ok. Je prends aucun paramètre, et donc à la fin de la fonction, il ne faut pas que j'oublie de mettre un return et que je renvoie une structure géographique. Ok, ça marche. Si je veux retourner une structure géographique, de géolocalisation, pardon, il faut quelque part que je crée une variable de type struct_geo. Donc je vais créer une variable de type struct_geo que je vais appeler g. Donc ma structure est en place. Et une fois que cette structure est en place, eh bien, je vais reprendre tout simplement le mécanisme de lecture que j'avais ici. Je vais prendre toutes les lignes qui sont là, et je vais valoriser cette structure G. Alors j'ai créé G, donc je vais valoriser son nom, je vais valoriser sa longitude, je vais valoriser son sens de longitude, sa latitude et son sens de latitude. Voilà. Et il ne faut pas que j'oublie à la fin de retourner G, évidemment. Donc G est de type struct_geo, la valeur attendue de retour de la fonction est struct_geo, donc on est bon, normalement tout fonctionne. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Eh bien maintenant, il faut que je fasse ma fonction de lecture. Alors, lecture, j'ai fait, pardon, la fonction d'écriture. Donc la fonction d'écriture ou d'affichage, j'ai donc une fonction d'affichage, et elle va afficher une variable de type struct_geo. Donc cette variable de type struct_geo, eh bien, elle doit être passée en paramètre. Donc,
Ici, je vais avoir une struct geo, g. Voilà. Et elle retourne quoi, cette fonction? Bah rien, elle fait juste de l'affichage, donc elle ne va retourner rien, donc je vais avoir void. Ok, ça marche. Pourquoi il est en rouge? Incomplete type is not allowed. Ouais, on verra un petit peu plus tard, hein, c'est peut-être parce que la fonction n'est pas écrite. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Eh bien, je vais reprendre tout simplement le print qui est ici, et je vais le mettre dans la fonction d'affichage. Voilà, j'ai le print qui est ici. Il faut que je fasse attention parce que mon paramètre s'appelle g, et donc il faut que je modifie, hein, c'est bien le nom de g que j'affiche, la longitude de g, la longitude sens de g, la latitude de g, et le sens de la latitude de g. Je sauvegarde, et si je veux que tout ça, ça fonctionne, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je vais faire p égale, je m'aperçois que la fonction de lecture, normalement, va me retourner une struct geo. Ok? Donc ça veut dire que la lecture, je vais pouvoir avoir une variable de type struct geo p qui va récupérer le résultat de la lecture. Donc je vais appeler ma fonction de lecture, je vais lire toutes les données, constituer ma struct geo et la retourner. Et pour vérifier que tout marche bien, normalement, je devrais pouvoir faire un affichage de ce qui a été lu, et je vais devoir avoir, j'aurai normalement, si tout fonctionne bien, le même affichage que j'avais jusqu'à présent. Alors je vais reprendre mon terminal, je vais compiler, je fais un geo.exe, donc donner le nom, Paris, je sais plus, 4851. Ah, je suis allé trop vite sur le... Je suis allé trop vite sur les entrées, je reste un peu trop longtemps dessus. Donc j'ai Paris, 4851, la longitude nord. On est sur du... c'était quoi, 221 est. Voilà. Et donc vous voyez que c'est bien la fonction de lecture qui a pris le relais. Et j'ai donc écrit effectivement Paris 4851 et 221 est. C'est exactement ce que j'avais tout à l'heure. Et donc maintenant j'ai une fonction d'affichage et une fonction de lecture qui peuvent me permettre de lire plusieurs variables, hein. Je pourrais ensuite récupérer M, L, les données de Madrid et de Londres, et je pourrais les récupérer aussi dans la fonction de lecture et directement afficher derrière. Donc maintenant, je suis assez flexible au niveau des structures que j'ai mis en place et des différentes fonctions. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que je peux encore en dire? Ben, je peux aussi effectivement avoir un pointeur sur structure. Donc, c'est-à-dire, on avait déjà vu au niveau des pointeurs que je pouvais avoir un pointeur sur un entier. Eh bien, un pointeur sur une structure, c'est pareil, c'est exactement la même notion. C'est que vous allez stocker l'adresse, en fait, où démarre la structure en mémoire. Voilà. Et donc, pour montrer que vous avez un pointeur sur une structure, ben, il suffit de mettre une étoile, c'est l'indicateur de pointeur, avant le nom de votre variable. Et pour accéder aux éléments d'un pointeur, eh bien, pareil que pour les autres pointeurs, soit vous utilisez l'opérateur flèche. Donc si P est un pointeur, P flèche.nom va donner son nom, c'est-à-dire que c'est le nom qui se retrouve à l'endroit pointé par P, ou alors vous faites une résolution de pointeur avec l'opérateur étoile, étoile P va vous donner la structure pointée par P, et ensuite vous faites .nom puisque vous avez récupéré la structure. Donc les deux sont possibles. On va essayer de voir un petit exemple pour mettre ce genre de choses en place. Imaginons maintenant que je voudrais avoir une fonction qui me permette de modifier un élément de ma structure. Donc c'est-à-dire que cette fonction va récupérer en paramètre une structure, et je vais vouloir en fait modifier un élément de cette structure. Ça veut dire que cette fois-ci, le problème est un petit peu différent par rapport à ce que j'ai déjà vu. On va être dans la première fonction maintenant qui va modifier les données de la structure. Ça, pour l'instant, je ne l'avais pas encore fait. Et quand on a parlé des fonctions et qu'on a parlé des pointeurs, on avait vu aussi que la seule manière en C pour modifier une information, c'était de la passer par adresse. Passer par adresse, ça voulait tout simplement dire que la fonction modifie exactement la même zone mémoire que le programme principal. Ok, ça marche. Donc on va avoir besoin de pointeurs et on va avoir besoin de ce mécanisme d'adresse. Alors, je vais écrire tout de suite ma fonction. Alors, je vais rester sur une fonction assez simple, hein, sur le principe, vous allez voir que ça marche. Pareil, je veux juste, par exemple, corriger le nom. Donc ma fonction s'appelle correction
non, voilà. Elle prend en paramètre une structure géo, donc elle prend en paramètre une structure géo G, par exemple, voilà. Et je veux, par exemple, reprendre la lecture du nom. Donc, c'est-à-dire que je veux récupérer de nouveau un nom, et que ce nom, en fait, qui est lu, est directement mis dans la variable G. Ok, ça marche. Et bien entendu, je voudrais pouvoir... alors la variable d'affichage, celle-là, je vais la garder. Et je voudrais pouvoir effectivement faire une correction du nom. Correction nom. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ma tabulation? Correction nom. Et correction nom, j'aimerais pouvoir en fait passer P pour modifier P. Ok, ça a l'air de fonctionner. J'ai aucun problème. Je vais donc lancer mon petit programme, geo.exe, je suis sur Paris, je vais faire beaucoup plus vite, hein, je vais faire 48, donner la longitude nord, 2, longitude est. Donner le nouveau nom, j'aurais peut-être dû changer le libellé, et je vais dire finalement ça c'est Madrid. Et je m'aperçois en fait que quand ma ville s'affiche, en fait j'ai toujours Paris, j'ai aucune modification qui a été faite. En fait c'est tout à fait normal, hein, puisque j'ai passé ma structure géo par valeur, et quand je passe ma structure géo par valeur, ça veut dire que toutes les modifications qui sont faites dans la fonction, en fait, n'ont aucun impact sur ma structure. Donc je vais être obligé ici de passer, en fait, ma structure par adresse. Pour passer par adresse, il faut que je passe, en fait, l'opérateur d'adressage, qui est le e-commercial, je le mets devant ma variable, et ça va avoir un autre impact sur ma fonction, c'est que ici, il faut que je dise aussi que je récupère un pointeur, du coup, sur ma structure géographique. Ok, G étant un pointeur, eh bien, cette fois-ci, il faut soit avoir une résolution de pointeur, c'est-à-dire que je fais un étoile G point le nom, ça marcherait. Moi, j'aime bien la solution d'utiliser la flèche également, pour dire, voilà, c'est la valeur pointée par G dont je veux récupérer le nom. C'est quelque chose qui peut être assez clair à comprendre également. Bon. Maintenant, j'ai effectivement deux choses, mécanisme d'adressage, ici j'ai un pointeur, et comme j'ai un pointeur, je vais utiliser l'opérateur de résolution de pointeur. Je vais recompiler, je vais effacer tout ça, et je vais relancer Géo, je suis toujours sur Paris, 48, 2, non, tant pis. Est-ce que ça marchera quand même? Ouais, il va juste prendre 2, ouais, il va prendre le caractère 2, c'est pas grave. Et de donner le nouveau nom, je vais simplement mettre Madrid, et cette fois-ci, vous voyez que la modification a été faite. Donc en fait, que vous utilisiez une structure ou que vous utilisiez une variable simple, en fait, il n'y a pas de grande différence entre les deux. Si jamais vous voulez modifier le contenu de la variable dans les éléments, dans la fonction, eh bien vous êtes obligé de passer par une adresse et de faire donc une résolution d'adresse avec votre pointeur. Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur la structure? Alors, qu'est-ce que peut contenir une structure? Qu'est-ce que j'ai le droit de mettre comme élément dans une structure? Eh bien, on va se rendre compte qu'une structure peut contenir n'importe quel type de variable. Je peux avoir des tableaux, je peux avoir des pointeurs, je peux même avoir d'autres structures. Par exemple, si jamais je voulais maintenant avoir une application qui gérait des restaurants, j'aurais tout à fait le droit en fait de réutiliser ma structure de géolocalisation. Alors comment ça fonctionnerait? Eh bien imaginons par exemple que ma structure de géolocalisation elle existe, et je voudrais tout simplement dire qu'un restaurant, pour moi c'est quoi? Eh bien un restaurant pour moi ça serait, alors je vais prendre hop, les accolades, point virgule. Un restaurant pour moi c'est quoi? Bah, tout simplement c'est le nom du restaurant, sur 200. C'est le nom du restaurant, et c'est en fait une struct de géolocalisation, qui me permet de géolocaliser le restaurant. Et donc j'ai le droit de réutiliser directement une structure, directement dans une structure. Alors comment ça marche? Là vous allez me dire, oui mais il va y avoir un problème, parce que j'ai un nom dans le restaurant, et j'ai un nom dans la structure géographique. Ben, en fait, pas forcément. Là, le structure géo, je vais juste l'appeler par exemple emplacement, par exemple. J'ai le droit de l'appeler comme je veux. Hein. Et donc, au moment où je déclare un restaurant,
Imaginons que je fasse un struct restaurant R, par exemple. Je l'ai écrit avec une majuscule, restaurant, je ne sais plus. Non. Donc j'ai le droit de déclarer restaurant R, et R.nom va me donner le nom du restaurant. Si je veux le nom de l'emplacement, eh bien je vais récupérer la variable emplacement qui se trouve dans restaurant, et je vais récupérer son nom. Donc vous le voyez, en fait, il n'y a aucune ambiguïté quant à récupérer le nom en fait, d'un élément. Ça marchera dans tous les cas comme ça. Donc si vous avez une structure dans une structure, ben, vous récupérez la structure de base, puis vous cherchez la sous-structure, et dans la sous-structure, vous avez aussi le droit d'accéder de nouveau aux différents éléments. Voilà comment ça marche. Ok. On va aller un petit peu plus loin encore, et on va essayer de voir comment est-ce que je peux faire un tableau de structure. C'est-à-dire que on avait pour l'instant la possibilité de créer un tableau, et je vous avais dit, quand on avait parlé du tableau, que un tableau permettait justement de regrouper des éléments du même type. Donc ça veut dire que si j'ai plusieurs structures géographiques, par exemple, je devrais pouvoir les stocker au niveau d'un tableau. Et oui, à partir du moment où on respecte le même type, eh bien, il n'y a aucun problème. J'ai donc le droit de déclarer un tableau de 10 structures géographiques. Et si jamais je veux accéder en fait à un élément bien particulier, eh bien, je vais pouvoir justement y accéder par son indice, exactement comme les tableaux. Donc, si je veux faire un petit rapport avec ce que je peux faire au niveau de ma structure géo, j'ai donc la possibilité de dire, voilà, ben je vais créer un struct géo que je vais appeler G par exemple, et je vais dire, ça c'est un tableau de 10 structures géo. 10 structures géo, ça veut dire que dans G de 0, je vais trouver la première, dans G de 1, je vais trouver la deuxième, et ainsi de suite. Et si je veux parcourir en fait ces structures géographiques avec une boucle, eh bien je peux tout à fait. Je vais simplement faire varier la boucle entre 0 et il faut que le compteur reste inférieur à la taille de mon tableau. Donc là, j'ai un tableau de 10 éléments, donc ça doit être inférieur à 10. Et je vais pouvoir comme ça afficher tous les éléments structure géo. Je peux lancer ma fonction d'affichage sur chacun de ces éléments. Je pourrais par exemple faire un affichage de G de 1, de G de 2, et ainsi de suite. Et si j'ai une boucle autour, je ferai un affichage de G de I. Ça marchera tout à fait. Donc, vous voyez que la structure, ça va vous amener un nouveau type, mais énormément de choses, en fait, vont être reprises de la gestion de type que l'on connaît déjà, et notamment, justement, cette partie sur les tableaux. Ok. On va parler aussi un petit peu d'initialisation. On va voir qu'on peut initialiser directement une structure. Alors on a l'habitude de le faire, par exemple, quand on initialise directement une variable de type entier, on fait int a égale 5, et on déclare a, et on lui affecte directement la variable 5. C'est ce qu'on appelle une initialisation. Alors est-ce qu'on peut le faire aussi avec les structures? Alors naturellement, et on va créer une petite structure, et on va voir un petit peu comment ça marche. Je vous propose simplement de parler un petit peu de géométrie, et de définir en fait une structure point. Et un point, en fait, il est simplement défini par sa coordonnée sur l'axe des x et sa coordonnée sur l'axe des y. Et on va regarder comment est-ce que je peux initialiser un point, c'est-à-dire déclarer un point et tout de suite affecter une valeur à sa composante x et à sa composante y. Donc, on va voir un petit peu comment ça marche. Donc, on va reprendre simplement mon Visual Studio Code. Hop. Ça, je vais le sauvegarder. Et je vais simplement créer quelque chose qui s'appelle .c. Voilà. De quoi j'ai besoin? Pas grand chose, hein. J'ai juste le cstd.io pour faire un petit peu d'affichage. Et puis je vais avoir besoin d'un main, naturellement. Et puis j'ai pas besoin de beaucoup plus. Donc on a dit qu'on allait simplement créer une structure que j'appelle point. Et dans cette structure point, hop, je vais créer en fait une composante x et y. Alors je ne vais pas m'embêter, je vais mettre des valeurs entières pour x, je vais mettre des valeurs entières pour y. Voilà. À partir du moment où cette structure est en place, j'ai le droit de créer donc un élément struct point, et je vais appeler cette variable p. Voilà. Donc là, j'ai créé ma variable point.
Mais si maintenant, au moment de la créer, je voudrais créer simplement déjà le point qui a une valeur de x de 3 et une valeur de y de 5. Eh bien, ce que j'ai la possibilité de faire en C, c'est que je vais utiliser au moment de la déclaration, de faire un égal, de mettre des accolades, et je vais dire en fait que la composante x de P, c'est égal à 3, et que la composante y de P, est égale à 5. Voilà. Ça valorise P, et P de x, et ce P.x va valoir 3, et P.y va valoir 5. Alors, est-ce que ça marche? Il suffit de vérifier, on va simplement faire un printf. Donc, les deux composantes de P sont des entiers, donc j'ai un %d, %d, je vais à la ligne, et j'écris donc P.x, et le deuxième paramètre, P.y, minuscule. Voilà. Compile, alors je compile .c, je l'appelle point, et je lance .exe, voilà, et j'ai effectivement les composantes 3, 5. Donc vous voyez que mon point a été correctement initialisé avec une composante à x et une composante à y. Ok, donc c'est une façon en fait très simple d'initialiser une valeur structure, et on a directement toutes les valeurs que l'on peut retrouver ici. Ça évite de faire P.x égale 3 en dessous, P.y égale 5, et ainsi de suite. On a tout en une seule ligne en termes d'initialisation. Ok, ça marche. Alors, cette façon d'initialiser les choses, est-ce qu'on peut le faire également avec un tableau? Alors oui, effectivement, on va le faire également avec un tableau. Et donc, on va imaginer cette fois-ci qu'à la place d'avoir un seul point, je vais avoir un tableau de 3 points. Ok? Et quand j'ai un tableau de 3 points, ça veut dire que j'ai un tableau dont chaque élément, j'ai un tableau de 3 éléments et chaque élément est un point. Donc ça veut dire que chaque élément va avoir une composante x et chaque élément va avoir une composante y. Eh bien, on va essayer de voir comment est-ce que je peux déclarer justement ces différents points. Non, Paris, on va le laisser de côté pour l'instant. Je vais reprendre mon Visual Studio Code, voilà, et je vais dire cette fois-ci que j'ai toujours une struct point, mais cette fois-ci, en fait, j'ai un tableau. J'ai un tableau T, et ce tableau T, il a 3 éléments. Justement, c'est les crochets qui vont suivre le T, qui vont dire en fait que c'est pas un type simple, c'est un type tableau, et ce tableau a 3 éléments. Et chacun de ces éléments est en fait un point. Ok. Donc ça veut dire que si je garde la syntaxe qui est au-dessus, ça veut dire que l'initialisation va se faire avec des accolades. Ok, ça marche. Par contre, ce tableau de points, maintenant, c'est pas seulement un élément, c'est 3 éléments. Donc, puisque ça me permet d'initialiser un élément, je vais initialiser un élément, virgule, initialiser le deuxième élément, virgule, initialiser le troisième élément. Ok, ça marche. Alors je vais simplement mettre d'autres valeurs, hein. Donc là je vais mettre par exemple 4 et 7, ici je vais mettre 8 et 3, et ici je vais mettre 12 et 14, par exemple. Voilà. Donc je me retrouve avec un tableau à 3 éléments, dont le premier élément est x4, y7, le deuxième est x8, y3, et le troisième est x12, y14. Alors pour vérifier que l'initialisation s'est bien déroulée, je vous propose de mettre simplement en place une petite boucle for qui va permettre de passer dans le tableau. Donc je vais initialiser i à 0, 0 qui va me permettre d'avoir l'élément d'indice 0, donc le premier élément du tableau. Tant que i est inférieur à la taille du tableau, donc ici je sais que ma taille du tableau c'est 3. À chaque tour de boucle, je vais ajouter 1 à i, donc i++. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais tout simplement reprendre mon printf ici. Je vais afficher les différents éléments. Et cette fois-ci, en fait, je ne les cherche pas dans P. Je vais prendre simplement T à l'indice i, et je vais prendre sa composante x. Et puis, je vais prendre aussi T à l'indice i, et prendre sa composante y. Voilà. Je n'ai plus qu'à valider tout ça. Je fais un géo. Oula, non, c'est pas géo que je voulais faire. C'est point et point exe. Voilà. Et donc je récupère effectivement un point avec les coordonnées 4, 7. Ok, c'est bien ce que j'avais déclaré. J'ai un point avec les coordonnées 8, 3. C'est bien mon deuxième point.
et j'ai un point avec les coordonnées 12, 14, c'est bien mon troisième point. Et en fait, la syntaxe, elle est plutôt logique en fait à prendre en compte, hein. Chaque élément, ici j'ai la déclaration d'un élément, et ces éléments en fait sont séparés par des virgules exactement comme dans un tableau, et là je mets autour encore les accolades pour dire que je fais la déclaration de mon tableau. C'est une déclaration finalement qui a plutôt du sens et qui se comprend vraiment très bien. Est-ce que je voulais encore dire quelque chose sur les tableaux? Non, je ne pense pas. Bon, on a bien fait le tour, on a fait quelques structures, on a vu comment les initialiser, on a vu comment les manipuler. C'est plutôt pas mal, donc les structures, ça termine un petit peu ce que l'on peut faire avec le C, puisque je ne peux malheureusement pas définir de classe avec le langage C. Pour faire des classes, il faudra passer au C++. Ok, ça marche. Nous en terminons donc avec cette présentation des structures de données en C, et effectivement, on commence à sentir un petit peu la programmation objet qui montre le bout de son nez. Nous n'avons pas encore de méthode, c'est vrai, mais nous avons déjà mis en place donc du coup tous les attributs. Et nous avons commencé à faire cette espèce d'encapsulation que l'on a en programmation orientée objet, qui permet en fait de mettre tous les éléments ensemble et de les traiter avec une seule variable. C'est déjà très intéressant, puisque tout nouvel élément qui sera mis dans la structure, eh bien je n'aurai pas à changer les différentes signatures de fonctions. Une fonction qui prend en fait une structure en paramètres, si la structure venait à changer, je n'ai pas en fait à modifier l'interface, si vous voulez, de la fonction. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympa, et ça permet aussi de ne pas avoir des fonctions en C qui prennent 12, 13, 14, 15 paramètres. Au bout d'un moment, c'est quand même difficile de renseigner les différents paramètres, on a vite fait de se tromper et de valoriser le mauvais paramètre. Donc la structure, en fait, répond à énormément de besoins. Et donc, si jamais on veut passer à la programmation orientée objet, donc on sera obligé de passer en C++, eh bien, qu'est-ce qu'il va manquer à la structure pour passer à l'objet? Eh bien, il va manquer deux choses. Il va manquer les méthodes. Pour l'instant, il n'y a pas de fonction dans une structure, il n'y a que les données. Et il va manquer la notion de portée. Effectivement, dans un objet, vous pouvez dire que certains attributs sont publics, d'autres sont privés. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas au niveau de la structure. Au niveau de la structure, eh bien, vous pouvez imaginer que tout fonctionne comme si tous les attributs étaient en public. Et j'ai pas la possibilité, en fait, de créer des notions de privé. Et c'est tout à fait normal, hein, puisque les attributs privés, eh bien, comment j'y accède dans un objet? J'y accède au travers des méthodes. Et là, comme il n'y a pas de méthode, eh bien, je ne pourrai jamais accéder à ces attributs. Donc, c'est tout à fait logique. Voilà, donc on continue notre exploration du C. On a un nouvel outil maintenant dans notre boîte à outils, les structures, quelque chose de très intéressant qui va nous permettre de rapprocher nos programmes de la demande client. Et donc on se revoit très vite pour continuer notre exploration du C.